Salut, c'est Mike le Boursico Noob. Et aujourd'hui on parle du trade parfait. Allez, c'est parti. Alors on va commencer par les mauvaises nouvelles. Les mauvaises nouvelles, malgré le titre de cette vidéo, c'est que ça n'existe pas le trade parfait. Il n'y a pas de trade sans risque, il n'y a pas de Saint Graal, malgré ce que peuvent penser les Monty Python. Il n'y a pas de formule magique pour gagner. La bonne nouvelle, en forme de clin d'œil, c'est que 100% des gagnants ont tenté leur chance, mais aussi que on peut apprendre, et c'est ce que j'essaie de faire depuis des années. Alors un trade, c'est un acheteur et un vendeur. C'est pour ça qu'il n'y a pas de trade parfait. Il y a toujours quelqu'un, une personne ou un algo, de l'autre côté du trade que je prends. Une très grosse majorité des trades, ce sont des institutions financières, des banques, des compagnies d'assurance, des je sais pas trop quoi, qui les réalisent. Et leur but, c'est de gagner de l'argent. Ça veut dire quoi? Si j'additionne 1 plus 1, ça veut dire que à chaque fois que je passe un trade, il est probable que ce soit une institution qui soit de l'autre côté. Quand j'achète, c'est une institution qui va me vendre. Et quand je vends, c'est une institution qui va m'acheter. Et cette institution, elle a certainement une très bonne raison de faire affaire avec moi. Cette raison, c'est qu'elle veut gagner de l'argent. Et donc, si je pense passer un trade qui ne peut pas perdre, je suis sûr de moi, etc., et ben c'est clair que je loupe quelque chose dans mon analyse. Alors, la recherche du Saint Graal. Ouais, les joueurs débutants cherchent le Saint Graal. Quand je dis les joueurs débutants, moi je l'ai fait pendant des années. Chercher le Saint Graal, trouver le chemin rapide pour gagner en bourse sans trop travailler, sans... Voilà, qu'est-ce qui va marcher facilement et qui va m'assurer un gain sans trop de difficultés. Et il faut encore que je me fasse violence des fois, parce qu'il y a toujours cette tendance à essayer de rechercher le truc magique qui va marcher. Eh ben non, ça n'existe pas. Il y a de nombreux professionnels qui vont vanter les mérites de leur système, soi-disant infaillible. Ça marche à tous les coups, vous êtes sûr de gagner de l'argent, gagner des millions. Il suffit de regarder sur internet, hein, c'est assez rigolo d'ailleurs, faire une petite recherche sur gagner en bourse, des trucs comme ça, on trouve tout un tas de choses. Si c'était si facile de gagner, il faut bien voir que tout le monde le ferait. S'il y avait un système infaillible, je voudrais bien savoir pourquoi l'inventeur de ce système infaillible voudrait le partager. Voilà. À moins d'être un bienfaiteur de l'humanité. Et voilà, je comprends pas qu'est-ce qui pourrait motiver l'inventeur d'un système infaillible à le partager avec plein de gens. Si j'étais lui, moi j'utiliserais ce système-là pour mes propres besoins, et puis je partirai à la retraite plus tôt. Voilà. L'argent facile, c'est un mirage, et il n'y a pas de raccourci pour gagner. Le trade parfait. Le trade parfait, il n'y en a pas, ça ne peut pas exister. Trade sans risque, un trade parfait, voilà. Le trade, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la rencontre entre un acheteur et un vendeur. S'il existait un trade parfait, eh bien l'autre côté du trade, ce serait un trade parfaitement mauvais. Et là encore, qui voudrait prendre un trade parfaitement mauvais? Je ne sais pas, je ne connais pas. Voilà. Alors, il n'est pas possible d'avoir un trade avec à la fois un bon ratio gain-risque, c'est-à-dire un risque faible et un gain potentiel fort, et une probabilité forte de gain. D'accord, ça serait un trade parfait. C'est pas possible. Si c'était possible, l'autre partie prendrait le trade avec à la fois un mauvais ratio gain-risque, c'est-à-dire un risque fort et un gain potentiel faible, et une faible probabilité de gain. Enfin, franchement, c'est totalement ridicule. Voilà. Donc la contrepartie pour un bon ratio gain-risque, c'est forcément une probabilité faible de gain, et la contrepartie pour une probabilité forte de gain, c'est forcément un mauvais ratio gain sur risque.
Alors les indicateurs techniques. Les indicateurs techniques, que ce soit de moyenne mobile, des RSI, des stochastiques, des bandes de Bollinger, etc. Tout ça, ça dérive du prix. Quand je dis redondant, c'est pas vraiment redondant, mais disons que c'est calculé à l'aide du prix, parfois du volume. Mais globalement, les informations qui sont dans ces indicateurs-là, eh ben, elles sont dans le prix et ou dans le volume avant d'être dans l'indicateur. Et les indicateurs accusent un retard parce qu'ils moyennent les données du passé sur différentes périodes. Alors les pubs, quand on regarde des pubs pour des sites internet, ou des outils de trading comme ça, il y a énormément d'indicateurs dessus. Pourquoi ? Un peu pour se faire mousser, pour faire savant. Il y a plein d'indicateurs, c'est super joli. Donc ces pubs vont prêcher le fait que suivre un indicateur ou un système permet de gagner. Là encore, comme tout à l'heure, si c'était vrai, pourquoi est-ce que les propriétaires de ces indicateurs-là, les inventeurs, ils seraient en train de faire de la pub? Ben non, si c'était vrai, si ça marchait à tous les coups, ces gens-là seraient en train de trader et très très vite seraient suffisamment riches pour prendre leur retraite. Moi je trouve que l'accumulation d'indicateurs, ça rend l'analyse très complexe. Et finalement, ça va empêcher de prendre des trades. Il va toujours y avoir un indicateur qui ne sera pas comme attendu, qui ne sera pas exactement en ligne avec les autres. Et plus on met d'indicateurs, plus ça a de chances d'arriver. Et au final, on risque de se retrouver totalement paralysé et être incapable de prendre un trade parce qu'il y a un indicateur qui ne va pas dans le bon sens. Et ça, c'est quelque chose qui, personnellement, me parle beaucoup parce que je me retrouve souvent paralysé comme ça et je l'ai été par le passé. Parce qu'il y a un petit truc qui fait que c'est pas parfait, donc je ne prends pas position. Voilà. Et effectivement, à une époque, j'avais énormément d'indicateurs. J'utilisais plein d'indicateurs dans tous les sens, et je suis pas vraiment sûr que ce soit une bonne idée. Par ailleurs, je trouve que ça détourne l'attention du prix, et c'est souvent un refuge pour un refuge pour chercher un raccourci simple. En fait, on cherche un petit raccourci, quelque chose qui nous évite de réfléchir, quelque chose qui permet de prendre des décisions rapidement. Et je suis pas sûr que ce soit vraiment une bonne idée. Il faut, à mon sens, plutôt réfléchir au prix, à l'évolution du prix, regarder dans son contexte comment évolue le prix, barre par barre, minute par minute, ou pour chacune des bougies. Et ça, c'est pas facile. Oui, le trading, c'est difficile. Et à mon sens, il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de trade parfait, il n'y a pas de setup idéal, il n'y a pas d'indicateur magique non plus qui va donner la bonne réponse sans réfléchir. Quelques mots sur les chandeliers japonais, parce que là encore, on est un peu dans la même philosophie. Il y a des pubs qui vont vanter les mérites des chandeliers japonais. Alors, on a tout un tas de jolis termes sur les chandeliers japonais. Alors, les nuages noirs, les marteaux, je sais plus trop quoi, les bébés abandonnés, enfin tout un tas de trucs comme ça. Tout plein de configurations de chandeliers qui ont des noms savants, ou pas savants, mais jolis, poétiques, on va dire. Et si l'on en croit toutes ces pubs, ces configurations particulières de 2 ou 3 bougies donneraient des signaux fiables, qu'on peut suivre vraiment sans se poser de questions. Là encore, désolé, mais c'est du pipeau. Si c'était valide, tout le monde les utiliserait, parce que c'est quand même pas très difficile de voir 3 bougies vertes d'affilée, ou bougies blanches, ou 3 bougies noires. Voilà, c'est pas très compliqué de voir ça. Donc tout le monde utiliserait ces bougies-là, et personne ne prendrait le côté opposé du trade. Alors, est-ce que ça n'a aucune validité ? Si, ça a quand même une certaine validité. En revanche, il faut comprendre ce que ça signifie. Il ne faut pas simplement dire, je vois je sais pas moi, un nuage noir, alors je vends tout. Pourquoi est-ce qu'il faut vendre dans ces cas-là ? C'est ça qu'il faut comprendre. Pourquoi est-ce que dans le contexte d'évolution du prix et dans le contexte des bougies telles qu'elles surviennent, pourquoi oui ou non, c'est une bonne idée de vendre.
Voilà, les pros, ils vont comprendre les significations des bougies qui composent les configurations et ils vont les mettre en perspective avec le contexte et ce faisant construire des trades qui ont un sens. C'est ce que j'essaie moi de faire et je rame pas mal, hein, voilà. Donc je dis pas que c'est la solution. En tout cas, c'est la façon dont moi j'oriente mes réflexions. Donc les chandeliers japonais, oui, c'est utile à l'analyse, ça donne des noms à des configurations qui sont fréquentes. Mais globalement, juste la configuration du chandelier japonais, c'est pas la solution toute seule, c'est juste un petit morceau du puzzle. Et tout ça, ça permet de construire des trades raisonnables. Alors, qu'est-ce que j'entends par trade valide? C'est-à-dire bon trade, voilà. Un bon trade, finalement, c'est un trade qui a une espérance de gain positive. Expected value. Voilà. Et l'espérance de gain, si j'exclus les commissions, grosso modo, c'est la probabilité de gagner multipliée par le montant qu'on gagne quand on gagne, moins la probabilité de perdre multipliée par le montant qu'on perd quand on perd. Voilà. J'ai mis une autre formule en dessous qui revient un peu au même. Hein. En pratique, et on a vu pourquoi tout à l'heure, l'espérance de gain va toujours être assez proche de zéro. Il y a peu de cas où l'espérance de gain est très positive, et quand c'est le cas, ça va jamais durer très très longtemps parce que tout le monde va se ruer dessus. En général, ça va être quand il y a des breakouts ou des échecs du breakout. Voilà. Pour être puriste, il faut déduire les commissions qu'on paye de l'espérance de gain, puisque finalement c'est pas de l'argent qu'on touche de commission, c'est redonné au broker. Alors quelques exemples de bons trades avec une espérance de gain positive, hein, donc si tant est que les valeurs soient cohérentes. Hein. Bon, par exemple, ça va être un rapport gain-risque favorable au détriment d'une probabilité faible, ou l'inverse, un ratio gain-risque qui est plutôt défavorable, mais avec une forte probabilité. Voilà, par exemple, un ratio gain-risque favorable, voilà, on est dans un canal haussier et on espère, on va risquer 10 en espérant gagner 20. On est dans le canal haussier a des probabilités fortes de continuer. Voilà. Donc, en revanche, voilà, on espère gagner 2 fois plus qu'on risque. Donc, la probabilité quand même est pas si forte que ça. Un ratio bénéfice-risque défavorable, mais une forte probabilité, c'est par exemple un scalp où on va espérer gagner 1 point, mais on va risquer 10 points. Voilà. Pratiquement toujours ça va marcher, mais des fois ça va pas marcher et là on se fait mal. Quelques mauvais trades, ça va être un ratio gain-risque qui va être défavorable avec une faible probabilité. C'est un peu ridicule, mais bon, voilà. Ou alors, on décide de prendre un trade avec un ratio gain-risque favorable au début, une probabilité faible, mais on sort du trade beaucoup trop tôt. Donc en fait, on a transformé notre ratio gain-risque favorable en un ratio gain-risque moins favorable. Ou l'inverse, on part avec un ratio gain-risque défavorable. Donc comme je disais tout à l'heure, par exemple un scalp, une forte probabilité, mais on déplace le stop vraiment beaucoup trop tôt. Et donc le stop va se retrouver touché plus fréquemment que ce qu'on espérait. Donc en fait, en faisant ça, on accroît notre probabilité de... je veux dire, on rend la probabilité de gain moins forte. Un trade impossible, parce que personne ne voudrait prendre l'autre côté, c'est un ratio gain-risque favorable et une probabilité forte, ça n'existe pas. Donc voilà, ces bons trades-là, c'est à condition d'être gérés correctement de bout en bout jusqu'à la fin.
Alors, estimer la probabilité. Oui, je dis qu'il y a une forte probabilité, une faible probabilité. Comment est-ce qu'on estime tout ça? Alors tout d'abord, il n'y a pas de 100%. Hein, on n'est jamais sûr. Ni du pire, ni du meilleur. Ça ne... Enfin, c'est pas possible. La plupart du temps, tous les scénarios raisonnables de hausse ou de baisse ont autour de 50% de chances de se produire avant le scénario inverse. En pratique, c'est plus entre 40 et 60%, on va dire. Mais bon, disons autour de 50%. Donc, par exemple, un titre, à n'importe quel moment, hein, presque, sauf dans des cas de breakout, a entre 40 et 60% de chances de gagner X% avant de perdre ces X%. Ça, évidemment, ça vaut pour des X% qui sont pas trop forts. Hein. Ça n'a pas de sens de perdre 120%. Mais voilà. Un trade avec un ratio gain-risque très élevé a une faible probabilité d'être favorable. Okay. Ce qu'on a vu tout à l'heure. Le risque doit être minimisé pour avoir ce ratio gain-risque très élevé, et donc le stop doit être très proche. Et du coup, s'il est très proche, il a des fortes chances d'être touché avant que l'objectif ne soit atteint. C'est pour ça que la probabilité est faible sur ce trade-là. Exemple inverse, un trade avec un ratio gain-risque très faible, okay, c'est-à-dire qu'on espère gagner peu, mais on risque beaucoup, a une forte probabilité d'être favorable. Si j'espère gagner 1% sur une action, mais que je risque la totalité de mon investissement, bah, j'ai un ratio gain sur risque qui est très mauvais. En revanche, j'ai vraiment une probabilité très forte d'être gagnant. Évidemment, je ne vais gagner que 1%, alors que je risque 100%. Voilà. Donc dans ces situations-là, le risque est très élevé, le stop est loin, l'objectif a de fortes chances d'être atteint avant le stop. Voilà, je vais essayer de conclure. Donc les éléments à retenir. D'une part, il ne peut pas exister de trade parfait. Pourquoi? Parce qu'on trade avec quelqu'un, et s'il y avait des trades parfaits, l'autre prendrait un trade qui serait parfaitement mauvais. Il n'y a pas de fast track pour gagner en bourse, pas de voie rapide, pas de voie express, et attention aux marchands de rêve. Celui qui prend l'autre côté de mon trade, c'est probablement pas un imbécile, c'est probablement d'ailleurs une institution, qui est pleine, ces institutions sont pleines de gens qui sont payés des millions, qui sont très intelligents, qui ont énormément d'expérience. Voilà, donc celui qui va prendre l'autre côté de mon trade, c'est probablement pas un imbécile. Un bon trade, c'est un trade qui a une espérance de gain positive. Et je vais redonner donc la formule à retenir. La contrepartie pour un trade avec un bon ratio gain-risque, c'est une faible probabilité. Et la contrepartie pour une forte probabilité, c'est un mauvais risk-reward. L'excès d'indicateur, c'est mon expérience, peut-être pas la vôtre. Pour moi, attention, ça peut nuire à la performance. Les chandeliers japonais, c'est pas magique, mais dans leur contexte, ils vont raconter une histoire, et c'est cette histoire qu'il faut essayer de comprendre. Et enfin, pour éviter de surestimer le risk-reward, enfin le ratio gain sur risque, ou la probabilité de réussite, ce que j'aime faire, moi, c'est de considérer comment est-ce que je pourrais articuler le trade inverse. C'est-à-dire que si j'ai envie d'acheter une action, par exemple, j'essaie de voir comment est-ce que je pourrais faire un trade de vente sur cette action. Voilà, et ça m'aide à affiner la probabilité de réussite et puis de trouver les bons points de risque et de stop ou d'objectif. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bah vous savez quoi faire. Il y a un petit indice en bas. Et voilà, je vous dis à bientôt. C'est juste un truc quand même, c'est que le contenu de cette présentation, je me suis pas mal inspiré des travaux de Hal Brooks, qui est on va dire le maître du price action, professionnel reconnu, et qui fait des trucs qui à mon sens sont très, très intéressants. Voilà, je vous dis à bientôt.